Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Hebdo Show, votre espace de débat et de décryptage autour de l'actualité nationale et internationale. Je suis Nouhad Belkhadem et je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle aventure. Au sommaire ce soir, l'entrevue accordée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, aux représentants des médias nationaux, la première depuis sa réélection pour un second mandat à la tête du pays. Il a exposé les grandes lignes du plan d'action stratégique qui sera appliqué lors de ce second mandat. Plusieurs volets ont été abordés par le chef de l'État, les dimensions politico-institutionnelles, socio-économiques et géo-économiques qui préoccupent particulièrement l'opinion nationale, les grands projets d'infrastructure et bien sûr le dossier diplomatique et l'action extérieure dans une conjoncture internationale particulièrement mouvementée, de la protection du pouvoir d'achat du citoyen algérien au développement des infrastructures, en passant bien sûr par les tensions au Proche et au Moyen-Orient, les risques conséquents sur la paix globale ou encore l'impérieuse réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, des dossiers que le président a décortiqués et sur lesquels nous allons revenir ce soir. Alors je ne suis pas seule ce soir, j'aurai le plaisir d'être accompagnée de toute une équipe de chroniqueurs mais aussi de deux invités. On commence donc par les chroniqueurs et on commence avec vous, notre éditorialiste Mehdi Razzar. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue et un respect et une salutation appuyée à Salim Agar qui est notre DG et qui a lancé l'émission avec nous mais qui malheureusement avec ses multiples fonctions de directeur général, de présentateur, d'animateur doit se reconcentrer sur sa direction générale. Donc merci à lui du travail qu'il a fourni pour lancer cette émission. Et bienvenue à vous, Nouhed, pour nous guider pendant ces 2 heures de débat et d'actualité. Mais voilà, un grand remerciement à Salim Agar. Merci donc à Salim Agar qui est juste là. Hein. Il est juste là en régie, donc ne vous inquiétez pas, il n'est pas très loin, Salim Agar. Regarde alors, voilà, Salim. Sami Qaïdi, journaliste au quotidien Al-Mujahid, est également avec nous. Bonsoir Sami. Bonsoir. Et moi également, je souhaite beaucoup de bonnes choses à Salim qui a lancé cette émission et qui a apporté énormément de bonnes choses. Ouais. Et vous souhaite par ailleurs bon courage. Et bienvenue. Et la bienvenue. Dans la fosse des lions, là il y a 4 lions en face de vous, donc bienvenue à vous pour ménager les débats. Eh bien, écoutez, messieurs les lions, vous avez une lionne en face de vous, donc normalement, ça se passera très bien. Fouad Chergui, spécialiste des médias, est aussi autour de la table. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à Nouhed. Merci à Salim également. Merci à vous également. Nous aurons également le plaisir d'avoir en duplex depuis Oran M. Faisal Matawi, journaliste qui n'est plus à présenter, la valeur sûre de cette émission. Messieurs, en plus de vous, Mehdi Razzar, ne soyez pas jaloux. Non, c'est le droit d'aînesse, c'est le doyen de la mission et on lui voue un respect indéfini à Faisal. Nous reviendrons vers lui un peu plus tard. Donc sur le plateau, j'ai également le plaisir d'avoir avec nous Ardouane Khalif, président du Front National pour la Justice Sociale. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Nous aurons également avec nous depuis Marseille Nazim Sini, professeur, donc enseignant agrégé d'économie, spécialiste des questions internationales. Donc nous reviendrons vers vous un peu plus tard. Voilà, donc messieurs, le décor est planté. Sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet. Alors le président Abdelmadjid Tebboune a donc dévoilé, messieurs, son plan d'action à l'opinion publique pour son 2e mandat. Mais avant de se pencher un petit peu sur tout ce qu'a dit le président de la République, je voudrais me tourner vers vous, Sami Qaïdi. Donc vous avez eu le plaisir de rencontrer le président de la République. Le plaisir et l'honneur de rencontrer monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Quel a été votre ressenti dès que vous l'avez rencontré? Comment est-ce que ça s'est passé? Comme l'a dit mon cher ami Mehdi, ça a été un honneur de rencontrer personnellement le président de la République, moi et Faisal Metawi. Écoutez, j'ai découvert un homme dont l'amour de l'Algérie est chevillé au corps. En quelques minutes, on se rend compte que pour le président de la République, l'intérêt suprême de la nation est au-dessus de toute chose et dans un premier temps, il connaît ses dossiers sur les bouts de ses doigts. Et il faut dire qu'il voue aussi un intérêt particulier à la protection de nos compatriotes, notamment ceux aux revenus les plus faibles et les plus modestes. Et ça, on le constate très rapidement. C'est une personne aussi qui est très humble. Et j'ai vraiment été honoré, ravi de partager dans un premier temps cette rencontre, puis cette interview qui est quand même très importante dans la mesure où
L'entretien est le premier depuis la réélection du président Tebboune à la magistrature suprême. Il a effectivement tracé les grandes lignes pour ce second mandat dans divers volets, notamment sur le plan socio-économique, sur le plan diplomatique, sur le plan politique aussi, politico-institutionnel, si j'ose dire, dans la mesure où il a annoncé dans un premier temps une commission d'enquête pour revenir sur les manquements de l'autorité nationale indépendante des élections, l'ANI. Cacophonie qu'il y a eu suite à l'élection présidentielle. Exactement. Il a par ailleurs mis aussi le doigt sur la nécessité de la réforme aussi du code des partis politiques en intégrant à cet exercice-là les partis politiques pour l'élaboration aussi d'un plan assez profond. Il y a une chose aussi qui m'a particulièrement marqué, c'est que le président Tebboune nous a mis très rapidement à l'aise en affirmant qu'il n'y avait aucun tabou, qu'on pouvait lui poser toutes les questions, et on découvre très rapidement un homme extrêmement ouvert au débat et qui a le souci de répondre et d'éclairer l'opinion publique algérienne sur son prochain mandat et sur les étapes cruciales de ce mandat qu'il vient d'entamer suite à sa réélection le 7 septembre. Alors parmi les membres d'Hebdo Show, on n'a pas eu un seul, mais deux journalistes, donc deux chroniqueurs qui ont rencontré le président de la République, qui ont eu l'honneur de lui poser des questions. Exactement, c'est très beau. Faisal Mataoui, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends, bonsoir. Bonsoir Faisal Mataoui, donc je demande à la régie de me donner un retour parce que je ne l'entends pas très bien. Faisal Mataoui, quel a été votre ressenti quand vous avez été donc devant le président de la République et que vous avez pu lui poser les questions que vous vouliez ? Oui, effectivement, avec notre ami Samir Qaïdi, on a rencontré le président Abdelmajid Tebboune. D'abord, c'est le premier interview après son réélection le 7 septembre dernier. Donc, c'est une interview qui était importante puisque le président est revenu d'abord sur les dernières élections, quoique brièvement, sur ce qu'il veut faire sur le plan politique et économique, également sur les grands dossiers internationaux. Pour ma part, c'était la deuxième fois que je rencontre le président Tebboune dans une interview. Et donc on a effectivement, comme l'a dit notre ami Samir Qaïdi, retrouvé un homme qui était prêt à répondre à toutes les questions, qu'il n'y avait pas de tabou, qu'il a parlé de toute l'actualité nationale et internationale, et clarifiant aussi certaines choses parce qu'il fallait les clarifier. Et autant vous dire que dans toute l'histoire de l'Algérie, il me semble qu'on n'a pas eu, les journalistes n'ont pas eu l'occasion beaucoup de rencontrer des chefs d'État par le passé. Donc on a cette opportunité en tant que journaliste de poser des questions que l'opinion nationale pose, que peut-être il y a des questionnements qui sont posés même avec les partenaires de l'Algérie. Et là, toutes les clarifications, à mon avis, ont été apportées, y compris le président Tebboune a aussi précisé un peu ses projets sur le plan économique, sur le plan politique et également sur le plan des rapports avec d'autres partenaires, parce qu'il a déjà lancé des visites. Il a aussi précisé la question du BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. L'Algérie ne veut plus adhérer à ce groupe et le président n'a qu'à expliquer parce qu'il y avait des questionnements qui étaient posés. Et c'est tant mieux qu'il y a autant de transparence dans les affaires de l'État, que ce soit en interne ou que ce soit en externe. Très bien, merci Faisal Mataoui. Alors Abdelmajid Tebboune a reçu, messieurs, un grand nombre de messages de félicitations de la part de dirigeants du monde entier suite à sa réélection pour un second mandat à la tête du pays, ce qui confirme l'aura diplomatique retrouvée par l'Algérie. Une première qui démontre la place centrale de l'Algérie et sa puissance sur l'échiquier international. On regarde le président et on revient. إلى ما وصلت إليه الجزائر من سمعة دولية ومن محبة خالصة بين الجزائر وكل الأمم بدون استثناء ما عدا من يريد معاداة الجزائر فله ذلك. إذن شكر لهم مرة أخرى الالتفاتات الطيبة هذه تاع التبريكات هذه تاع الانتخابات ونتمنى إن شاء الله باش نتواصلوا معاهم في إطار تعاون مخلص مفيد لكل البلدان اللي شكرت الجزائر ولا باركت الجزائر. نتمنى ان شاء الله تكون انطلاقه جديده. Mahdi Ghazar, l'Algérie fait aujourd'hui l'unanimité. On fait l'unanimité. Moi, ce que j'ai bien aimé sur le discours du président de la République,
je suis à côté de Samy et je ne sais pas s'il va aller dans mon sens, c'est que c'était un discours suivant sa première interview, suivant sa réélection, et c'était une interview combative. Le président était très combatif. Ça veut dire qu'il a mis immédiatement son programme en place, ses directives, et il a dit ce qu'il allait faire pour les 5 prochaines années. Il a répété à plusieurs fois, nous n'avons plus de temps à perdre, la machine Algérie est lancée, il faut continuer. Et il a eu des mots très forts. Il a eu pour le peuple, par le peuple, il a eu pas de démagogie, pas de blabla. Il a réitéré son combat acharné contre la contrebande. Donc c'est un président qui continue à se battre contre tout ce qui est, on va dire, les orphelins de la Issaba qui continuent à essayer de piller les richesses de l'Algérie. Il a fait une mise au point stricte et sévère sur l'implication de l'Algérie par rapport à la banque des BRICS, où c'est lui qui décide l'agenda, quand est-ce qu'il donne l'argent aux BRICS, combien il a donné, et que c'est lui qui décide combien il va investir, et qu'il a mis déjà un pied dans la banque des BRICS. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel, en disant, c'est moi qui mène la danse. Les BRICS, je ne suis pas demandeur, c'est moi qui leur donne, en quelque sorte, excusez-moi l'expression, du pognon pour travailler, que la banque des BRICS ait le même niveau de capital que la Banque mondiale. On donne 1,5 milliard de dollars, on a déjà donné 1,5 milliard de dollars, et on va continuer à donner quand moi, président de la République démocratique et populaire d'Algérie, je vais décider de donner en plus. Il a parlé des relations avec les pays voisins, que nous n'avons pas de problème entre peuples et que c'est plus une histoire de situation, on va dire, qui vient de beaucoup plus loin que les gens qui sont autour de nous. Donc, il a donné ses directives pour les 5 prochaines années. Il a été combatif, il a été strict, il a été droit, il a été président de la République. Tout simplement, il a exercé son rôle à 100%, et on avait besoin de ça, on avait besoin de cette orientation. Il a parlé du prochain gouvernement qui va être nommé. Il n'a pas voulu se précipiter pour nommer un gouvernement pour ne pas avoir des erreurs de casting. Il en a parlé d'une façon très posée, en disant voilà quand est-ce que je vais avoir un nouveau gouvernement. Voilà, ça sera un gouvernement d'excellence. Il a précisé le mot excellence, donc il est en train de préparer pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et je pense que c'est la vision, sa vision, qui est une vision tout à fait honorable, est une vision de patron. Le président de la République a fait une interview en mode patron. C'est moi le boss, c'est moi qui vous donne, c'est moi le maître de l'horloge. C'est moi qui vous dis quand est-ce qu'on va faire ça, à quelle heure on va faire ça et comment on va faire ça. Et voilà, ça c'est un président de la République d'une Algérie forte, d'une Algérie retrouvée, d'une Algérie respectée, ce qui n'était plus le cas malheureusement pendant les 10 dernières années entre 2010 et 2020, une Algérie respectée. Et le président, comme l'a si bien dit Samy, qui a eu l'honneur et le plaisir de l'interviewer, le président a immédiatement mis l'Algérie dans la nouvelle direction. L'Algérie nouvelle, c'est ça, c'est avoir des objectifs, avoir honnêtement, on va se le dire très honnêtement, avoir des solutions immédiates et des solutions sur le long terme. Il ne veut pas de bricolage. Et il l'a dit et redit, j'en ai marre du bricolage. On passe d'une économie de bazar à une économie de marché mondial. Et ça, c'est important. Quand tu es un patron d'entreprise ou un patron d'une grande PME ou un président de la République, parce qu'un pays se gère aussi comme une entreprise, eh ben, il faut qu'on te donne une vision. Et cette vision-là, il l'a fait pendant cette interview, et je pense qu'elle a remis tout le monde à sa place et qu'elle a donné la véritable direction pour les 5 prochaines années. Samy Qaïdi, c'est une puissance régionale par excellence aujourd'hui, l'Algérie. L'Algérie est la puissance régionale par essence et par excellence. Elle est par ailleurs le pays sans lequel rien ne peut se faire dans la région. J'ai envie de dire que, suite aux propos qu'on vient d'entendre du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, l'Algérie nouvelle porte somme toute ses fruits. En effet, l'Algérie est dans un contexte où le monde est au bord de l'effondrement, au bord du précipice, d'autant plus que, surtout si l'on suit, j'ai envie de dire, l'actualité internationale, on voit que le pire peut venir à tout moment. L'Algérie est l'un des seuls pays qui réussit à mettre tout le monde d'accord, parce que l'Algérie fonctionne dans une logique, non pas dans une logique de bloc, elle est un pays aussi non, profondément et par principe non aligné, qui reçoit des félicitations au même moment de la Russie
et des États-Unis, de la Corée du Sud et de la Biélorussie, du Kazakhstan et de l'Italie. Et aujourd'hui, c'est rare qu'un pays arrive à mettre tout le monde d'accord. Il faut le souligner. Très bien. Le président de la République est également revenu sur les incohérences, vous le disiez tout à l'heure, Samir Haïdi, lors de l'annonce des résultats préliminaires de l'élection présidentielle du 7 septembre dernier. Il s'est exprimé sur les résultats de l'ANI qui ont été contestés par les trois candidats qui ont rédigé un communiqué commun. Abdelmadjid Tebboune a déclaré qu'une enquête était en cours pour éclaircir la situation. On l'écoute. هو نزولا عند رغبة المترشحين الثلاث أمرنا ببدء في تحريات دقيقة لاستفسار أولا وتوضيح يعني ما هي المؤثرات، ما هي التصرفات الشخصية، ما هي بالنسبة للشيء اللي جرى. إن شاء الله لما تكون فيه باش نعالج الأوضاع، لأن احنا مقبلين على انتخابات معقدة بلدية وولاية وين تمتاز بعشرات الآلاف تاع المترشحين. إذا كان الآلة ما كانتش يعني في مستوى المطلوب لازم مراجعة على كل حال. أنا ما المؤسسة في حد ذاتها الهيئة المستقلة راها مؤسسة دستورية وركيزة من ركائز الديمقراطية ونزاهة الانتخابات في الجزائر. في بعض الأحيان الأشخاص ما يكونوش في مستوى المؤسسة، ما يكونوش في مستوى المطلوب دستوريا. على كل حال التحريات مفتوحة. أما الشيء اللي جرى ما نطوي الصفحة، لأن أنا شخصيا شاركت مع مترشحين الاثنين الآخرين، درنا بلاغ مشترك يعني ربما سابقة ديمقراطية، لأن أول مرة في الجزائر إن شاء الله مثل ما شكرتهم هما على يعني الأخلاق نتاعهم العليا اللي ظهروها في الحملة الانتخابية. كانت حملة نزيهة فيها يعني احترام الغير، فيها احترام الديمقراطية، فيها احترام المؤسسة اللي كنا نتنافسوا عليها، اللي الجمهورية، رئاسة الجمهورية. نشكرهم مرة أخرى الاثنين. وهل نتائج التحريات ستعلن يعني بعد نهاية التحقيق؟ أكيد تعلن لأن الرأي العام مهتم بهالتحريات. Redouane Khalif, le président a mis un point d'honneur à rendre les résultats donc, de cette enquête publics par souci de transparence. Oui, bien sûr, par souci de transparence et par attente du peuple algérien qui a participé en quelque sorte à la réussite de ces élections en y allant dans le calme déjà et sans perturbation et en acceptant les nouveaux textes qui régissent l'opération électorale et les outils de contrôle dans la nouvelle constitution. Donc le président affirme ici, convaincu, convaincant, résigné, qu'il va poursuivre sa quête vers la transparence et tenir ses engagements du premier mandat et du deuxième mandat envers la population, le citoyen algérien, les électeurs, les ambitieux politiques futurs, et d'aller poursuivre les réformes et politiques et législatives si nécessaire. Il a parlé de changer, s'il le faut, quelques textes dans la Constitution ou dans le Code électoral en prévention des prochaines législatives. Mahdi Ghazar, que pensez-vous de la décision prise par le président de la République de lancer justement cette enquête? Est-il important de la mener, cette enquête? La transparence est importante pour une démocratie. Donc l'ANI, c'est l'Agence nationale indépendante des élections. Elle doit représenter, l'ANI est la garante du vote des citoyens et de nos concitoyennes et concitoyens. Il y a eu
évidemment, et c'est quelque chose qui est mis sur la table, une incohérence ou une erreur, qu'elle soit manifeste, qu'elle soit, on va dire, technique, qu'elle soit volontaire ou pas, l'enquête, et uniquement l'enquête, décidera de cela. Le président joue la carte de la transparence. Ça veut dire qu'il dit une chose très simple, il te dit, moi j'attends les résultats de l'enquête qui a été demandée pour pouvoir tirer la conclusion de ce qui s'est passé pendant ces élections. Une personne qui n'est pas démocratique et qui ne gagne pas avec un avantage aussi conséquent que le président de la République a gagné, il n'en a que faire de cette enquête-là. Mais pour montrer à ses concitoyennes et ses concitoyens son engagement et le respect de son engagement par rapport à la parole donnée d'avoir des élections propres, il veut arriver à avoir le fin mot de l'histoire de cette mésaventure qu'il y a eu pendant les résultats de l'élection présidentielle du 7 septembre. Maintenant, il est évident, et il l'a bien dit, qu'il attend, avant de juger, qu'il attend d'avoir des informations complémentaires. On verra qu'est-ce que l'enquête va sortir comme résultat. Mais pour moi, c'est une grande marque de transparence et de respect de la Constitution. Le président de la République, quand il prête serment, c'est lui le garant. Il est garant de la Constitution. Donc, en demandant cette enquête, il joue son rôle à plein régime. C'est-à-dire qu'il est responsable de son rôle et il donne justement de sa personne et de son temps pour dire à son peuple, regardez, la transparence est de mise. On va avoir les résultats de l'enquête et à partir de là, je pense qu'on pourra avoir des éclaircissements sur ce qui s'est passé. Alors, moi, je dirais que, mu par des valeurs authentiquement démocratiques, le président Tebboune a très rapidement remercié ses concurrents à la présidence de la République. Il les a notamment personnellement rencontrés lors de la prestation de serment, une grande première. Par ailleurs, il faut savoir... Et c'est une marque de respect. Et c'est une marque de respect, tout à fait. Une marque de respect. Ce qu'il a fait, ça a été d'une façon très gentleman, où justement, ses rivaux, il les a reçus ensemble, pour déjà, les remercier de leur parcours et surtout les féliciter de la propreté des élections. Tout à fait. Parce que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu une élection où il y a eu une sorte de je ne sais pas comment je pourrais expliquer ça, mais de respect collectif, exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'attaque personnelle, on n'a pas eu... Vous voyez des élections dans certains pays dits démocratiques, les coups sont très rudes et à la limite de quelque chose qui est respectable. On a pu le voir dernièrement aux États-Unis. Voilà, donc il a bien redit à ses deux concurrents comme quoi il avait apprécié le fait que cette élection est restée une élection propre. Et je voudrais aussi ajouter à cela que la décision d'ouvrir une enquête par le président de la République n'a pas été une décision, j'ai envie de dire qu'il l'a fait unilatéralement. Il a associé les autres concurrents qui ont concouru lors de la dernière présidentielle du 7 septembre dernier. Et il faut dire que le président Tebboune affirme une chose assez importante. Il dit que des gens n'ont pas été au niveau de ce qui est exigé sur le plan de la Constitution. Et par conséquent, cette action-là, qui est tant attendue par nos compatriotes, prouve aussi que l'Algérie a gagné en maturité politique, et que l'Algérie nouvelle n'est pas qu'un slogan, c'est une chose qui est concrète au quotidien. Justement, le président a également, lors de cette entrevue, accordé une importance particulière à la relance du dialogue national et à l'avancée du processus démocratique. Il affirme qu'il est très important d'être à l'écoute du peuple, de la jeunesse, notamment de la société civile, afin d'éviter toute ingérence étrangère dans les affaires algériennes et d'immuniser le front intérieur contre toutes les menaces. Regardez. أنا بالنسبة للحوار الوطني قلت أثناء العهدة، ما قلتش غدا ولا من على شهرين ولا ثلاثة، لأن فيه أولويات هو إنقاذ الاقتصاد الوطني، جعل الجزائر في مناعة نهائية بالنسبة للتقلبات اللي في العالم حاليا اقتصادية وغيرها.
ما ينفع نفوت قلت لبناء ديمقراطية حقة، مش ديمقراطية تاع الشتم والتشكيك وإثارة الشغب، وهذه ماهيش ديمقراطية، هذه فوضى. إذن أنا كان سبق لي وتلاقيت مع الأحزاب كلهم، الأحزاب اللي عندها تمثيل شعبي في مستوى البلديات ولا الولايات ولا المستوى الوطني، بدينا الحوار نزيدوا نتموه ونوسعوه. Redouane Khalif, l'ingérence étrangère, c'est un fléau de stabilité pour tout pays. Hein. Quelle est l'importance de la relance de ce dialogue national qui a été pendant longtemps mis de côté? Mis de côté d'ailleurs. Mis de côté, attendu. Je ne vais pas dire une faille, mais je dirais une onde sur laquelle ont joué beaucoup de ceux qui veulent un malheur aux Algériens et à l'Algérie, qui veulent déstabiliser l'Algérie, qui veulent déstabiliser la région. Et c'est une autre forme d'apaisement des esprits politiques dans un climat tendu, dans une Algérie, comme l'a si bien dit M. le Président, une Algérie moderne. Plus qu'une Algérie nouvelle, une Algérie moderne dont les extensions de la SABA ne veulent pas qu'elle se construise, qu'elle se fasse, qu'elle poursuive un élan de changement économique, d'un transfert économico-social stable, sécurisé, pour une population qui a été toujours armée de patience par rapport à ce qui se passe. Et toutes les turbulences et toutes les crises qui ont été créées, qu'on a subies et qui ont été créées par des lobbies, comme les a cités M. le Président, des compradors. Des compradors, oui. Et donc, essayer d'évoluer dans un climat envenimé et plus particulièrement à la base de stratégies étrangères, disons-le, dans des ateliers de réflexion étrangers, de renseignement, qui veulent à tout prix déstabiliser l'Algérie politiquement, économiquement et d'un point de vue sociétal par rapport aux générations futures. Mais le président, comme je l'ai dit, convaincu, convaincant, résigné, à poursuivre ses engagements, à poursuivre sa vision, sa stratégie, en essayant de fédérer tout le monde avec cette concertation nationale, impliquant partis politiques ou associatifs, tous ceux qui peuvent apporter une pierre à cet édifice. Il y a une chose qui est très importante. Un comprador, déjà, on va donner la définition d'un comprador. Voilà, pour les parce gens que c'est pas tout le monde qui sait ce que c'est. Un comprador, c'est un commerçant enrichi par les échanges avec des étrangers dans des pays en développement. D'accord ? C'est ça un comprador. Et c'est important de donner la définition pour plusieurs raisons. La Isaba a détruit le pays économiquement. D'accord ? Des gens faisaient de l'argent en dinars qu'ils changeaient en devises étrangères pour vivre avec à l'étranger. Donc tu enlèves de l'argent de chez toi, de ton pays, pour t'enrichir et les dépenser dans un pays étranger. Pour moi, ça c'est de la haute trahison. Il n'y a pas d'autre mot. C'est de la haute trahison économique. Il faut savoir se dire des choses. Des comprador en espagnol, c'est un mot espagnol, ça veut dire les vendus. Exactement. Donc ça explique tout. Mais c'est ça, en fait, c'est ça. Aux puissances étrangères. Vendu aux puissances étrangères, aux plus offrants. Il y a une chose qu'il faut savoir. Tout le monde connaît autour de la table la société de transport de fonds, la Brinks. La Brinks, je vais vous dire, et je vais vous raconter une histoire, la Brinks, son plus gros vol, sa plus grosse perte d'argent, ça n'a pas été avec des braquages, avec des grands voyous de l'extérieur. Ça a été avec un employé de chez elle. Ce que je veux vous dire par cette métaphore, c'est que malheureusement, on s'est fait attaquer à partir de chez nous, avant même qu'on se fasse attaquer par des puissances étrangères ou des lobbies étrangers. À partir de chez nous, on a eu des gens qui ont vendu leur âme pour de l'argent. Et c'est ce que veut combattre le président. C'est ce que veut éradiquer le président. Il veut une éradication de ce système de contrebande, de ce système d'une économie, on va dire, cachée. Et ça, c'est un combat de tous les jours. Et c'est un combat qu'il a commencé en 2019, et c'est un combat qui ne l'arrêtera jamais.
Et on va justement continuer d'en parler dans quelques instants. On va en pub et on revient. Regardez Hebdo Show, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Je me tourne à présent vers vous, Monsieur Chergui. Vous aviez une idée avant qu'on aille en pub, je vous ai coupé la parole, donc allez-y. On parlait du dialogue national. Je suis Oui, je suis poli. Je suis poli. Mais tu te rends compte, Merci, madame. Oui, je voulais simplement donner un témoignage et rebondir sur ce qu'était en train de dire Mehdi tout à l'heure. Moi, je suis arrivé en Algérie en 2020, donc novembre 2020, et je travaillais encore pour des sociétés étrangères en prestataire de services ici à Alger. Et effectivement, lors de mon parcours, d'abord, ce que j'aimerais préciser, mais on va sûrement y revenir tout à l'heure, c'est le manque de structure, d'accompagnement pour les personnes qui arrivent et qui s'installent en Algérie. Et je pense que pour la diaspora, il va falloir qu'on en parle à la fois pour la diaspora qui est de l'autre côté de la Méditerranée et qui manifeste l'envie de venir, grâce au fait que le président de la République, il a rassuré, il a sécurisé les gens, il les a, comme on dit ici, il a donné de la qima au peuple algérien qui vit à l'extérieur, ou l'aide al-Kharj, comme j'aime bien les appeler. Mais je voulais témoigner de mon arrivée en Algérie, et effectivement, quand moi j'ai fait le contraire, j'ai pas pris de l'argent en Algérie pour les changer en euros et les envoyer là-bas, mais c'était le contraire. Donc je recevais des virements à la banque algérienne, et des virements donc en euros qui étaient immédiatement convertis au change de la banque. Et je dois dire que je me souviens des réactions et unanimes. C'était « il est fou ce gars ». En 2020, je peux vous assurer qu'ici en Algérie, à Alger, les gens me voyaient comme un fou. Voilà, on n'avait pas l'habitude de faire en sorte, beaucoup me disaient, mais tu peux garder ton euro, tu peux faire plein de choses, donc j'étais souvent interpellé. Et c'est vrai que, voilà, j'ai, suivi le protocole classique. Pour moi, je venais m'installer en Algérie, et il était important que tout se fasse dans les normes. Justement, la diaspora est concernée par ce dialogue national qui a été proposé par le président de la République. Je voudrais qu'on aille à présent du côté d'Oran pour retrouver Faisal Matawi. Faisal Matawi, peut-on parler de pas importants vers la consécration de la démocratie, une volonté de réforme politique et institutionnelle aujourd'hui? Oui, c'est la poursuite de ce qui a été entamé déjà lors du premier mandat. Et il faut noter que l'idée de l'enquête, la commission d'enquête sur ce qui s'est passé lors des élections du 7 septembre pour l'autorité nationale indépendante des élections, c'est quelque chose de très important. Parce que d'abord, ce que nous avons compris de ce qu'a déclaré le président Abdelmajid Tebboune, d'abord il faut sauvegarder l'institution qui est l'ANI. Parce qu'auparavant, les élections en Algérie étaient organisées par le ministère de l'Intérieur, et souvent il y avait des questionnements qui étaient posés par l'opposition par rapport au taux de participation, par rapport aux résultats. La décision a été prise depuis plusieurs années pour qu'il y ait une autorité indépendante qui donc aura à gérer les élections. Et je pense que c'est important parce que cette autorité devra aussi s'occuper prochainement, peut-être, si le président Tebboune décide d'une élection législative anticipée et locale anticipée, de ces élections qui sont aussi importantes. Donc cette enquête, elle est importante parce qu'elle va aussi permettre le dossier des questionnements posés après les élections du 7 septembre. Le dialogue national est aussi important. L'Algérie, durant ces dernières années, durant ces 30-40 dernières années, il y a eu quelques dialogues nationaux. Certains ont donné des résultats, d'autres non. Et ce dialogue que le président veut organiser est important parce qu'il s'agit aussi de tracer la route, la feuille de route, ou de la mettre en pratique, notamment en matière de réforme économique. Et le président Tebboune veut faire de son deuxième mandat un mandat économique. Il s'agit de renforcer et de consolider le pouvoir d'achat des Algériens. Il s'agit aussi de limiter les importations. Et vous savez que la décision de l'Algérie de limiter l'importation de certains produits a hérité certains partenaires comme l'Union européenne, parce que certaines sociétés européennes ont compris que l'Algérie était un marché ouvert tout le temps. Ce n'est plus le cas. Et la même chose aussi pour l'industrie, parce que le taux de l'industrie nationale au PIB, produit intérieur brut, reste bas. Donc
le président Tebboune, avec ses réformes, voudrait aussi que cette participation soit plus importante, autant aussi pour l'agriculture, qui est aussi un secteur important. Donc il y a des réformes politiques qui sont menées et qui sont importantes, parce qu'il s'agit aussi de consolider la confiance entre le citoyen et le pouvoir en place, ou les gouvernements et les institutions de l'État. Vous rappelez que le président Tebboune, lors de la campagne électorale, a souhaité que la prochaine Assemblée nationale populaire, la Chambre basse du Parlement, soit constituée de jeunes. Et c'est tant mieux que les jeunes Algériens participent à l'action politique, se mêlent du travail politique qui est parfois compliqué, pour préparer l'avenir, parce que certains misent sur la jeunesse algérienne en pensant qu'elle n'est pas intéressée par la politique, qu'elle n'est pas intéressée par le passé glorieux d'Algérie en matière de lutte contre le colonialisme. Et donc cette participation est importante pour tracer aussi une feuille de route importante pour consolider les institutions de l'État et pour éviter aussi tout ce qui peut être menace extérieure, parce que les menaces extérieures, il y en a, et certains misent aussi sur ce rapport important entre les citoyens algériens et les institutions de l'État. Le président de la République, merci Faisal Matawi, le président de la République a également évoqué les libertés collectives et individuelles. Il y a des réformes en ce sens, notamment les lois sur les syndicats. On en parlera dans quelques instants avec vous, monsieur Redouane Khalif, mais on écoute pour le moment le président de la République. قانون النقابات احنا نرحب بالنقابات وما فيش دولة تدعي بالديمقراطية ولا تدعي بتقدم اقتصادي هذا بدون نقابة. لازم الحقوق تاع العمال تكون مضمونة وكذا. والقانون يفرق بين النقابة والحزب السياسي. مع الأسف فتنا مع مرحلة وين كان فيه خليط من هذه الأمور هذه. إذن قانون النقابات فات، مازال قانون الأحزاب. قانون الأحزاب وأنا التزمت ونزيد نكررها مرة أخرى أن قانون الأحزاب يندار مع الأحزاب، ما يندارش في مكتب ولا كذا ويتفرض على الأحزاب. لازم نعرف ما هو المهمة نتاع حزب في إطار جمهورية ديمقراطية وشعبية، ما هي المهام، ما هي السلبيات، ما هي الإيجابيات، ونلتزم كلنا بالقانون من بعد. Garantie de liberté publique, loi sur les syndicats, celle sur les partis politiques, organisation des collectivités territoriales. Va-t-on aujourd'hui vers une réforme profonde? Oui, bien sûr, j'ai dit tout à l'heure qu'on allait poursuivre les réformes politiques, économiques, économico-sociales. Donc quand on parle de ces trois volets, on parle de syndicats, de partis politiques, de sociétés civiles, d'associations. Mais il y a eu une grande confusion dans les années précédentes, surtout concernant la société civile et les partis politiques, les prérogatives de chacune d'entre elles, l'espace de la pratique politique et de la pratique associative. Donc le président de la République vient aujourd'hui définir et donner des définitions exactes, délimiter les champs d'action, les rôles, les aspects positifs, les aspects négatifs à rectifier, et donc chacun va œuvrer selon les lois qui régissent la pratique de chaque segment. Donc quand on parle de syndicats, il y a les syndicats qui sont représentatifs du secteur public, et il y a les syndicats qui sont représentatifs du secteur privé, les syndicats économiques, comme il y a aussi les associations économiques, et que chacun a un rôle primordial pour protéger les droits des employés, protéger les opérateurs, faciliter l'accès vers les institutions de l'État pour les investisseurs, qu'ils soient locaux ou étrangers. Et donc, dans tout cela, il faudrait que chacun joue son rôle dans cette grande stratégie. Les partis politiques sont tenus de veiller à cet équilibre politique et social et de ne pas jouer sur les sensibilités et sur, on va dire, shi'arat, comme on le dit, jeunes, élite. Mais non, il faudrait que ce parti politique reprenne ses prérogatives. Le parti politique est une école de formation par excellence pour nos futurs ambitieux politiciens. Et donc, si chacun joue son rôle, on va faciliter la création de cet environnement dans lequel chaque citoyen va s'identifier. Et je profite là qu'on n'exclue pas et qu'on n'oublie pas la diaspora
notre diaspora dans le monde, qui a un très grand rôle. C'est nos meilleurs ambassadeurs, c'est nos meilleurs commerciaux, c'est des fervents défenseurs de la patrie. Ils vivent dans d'autres terres, dans d'autres territoires, dans d'autres pays, mais l'ancrage, il est toujours ici en Algérie. Donc le message du président, il est fort. Il faudrait fédérer. Il faudrait qu'on dépasse quelques divergences pour le bien de l'Algérie et des Algériens. Si Khalif, si je peux me permettre, ce que vous avez dit, vous avez entièrement raison. Mais il y a 2 points déjà à préciser. Les gens de la communauté nationale à l'étranger n'aiment pas le terme diaspora. Une communauté nationale à l'étranger est une force de frappe et vous avez tout à fait raison. Une diaspora, malheureusement, c'est devenu un peu péjoratif maintenant dans le jargon. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont un peu mis de côté, qui ne viennent pas. Voilà. Mais communauté nationale à l'étranger, comme vous l'avez si bien dit, Sirleaf, c'est très très important pour l'élaboration de l'Algérie nouvelle. La deuxième des choses, je pense que dans les deux champs, on est connu pour dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Ce que veut faire le président de la République, c'est nettoyer. C'est nettoyer les gens qui ont pris de mauvaises habitudes, que ce soit dans les syndicats, dans les partis politiques. Il n'y a pas si longtemps de ça, des partis politiques vendaient des postes, vendaient de la députation, vendaient des postes de députés, vendaient des postes, peu importe, sur l'échiquier politique. Et dans les syndicats, c'était à peu près la même chose. Le président de la République combat ces pratiques mafieuses. Et c'est pour ça qu'il veut que tout le monde soit concerné par la nouvelle élaboration de son projet. Que tu sois je sais pas, neurochirurgien, que tu sois un physicien, que tu sois un pharmacien ou que tu sois un agent de sécurité, si tu as des idées, si tu as de l'ambition, si tu as envie d'y aller, la Nouvelle-Algérie t'aidera à arriver au poste que tu veux ou t'aidera à développer ou à donner tes idées et ta façon que tu veux voir toi en tant qu'Algérien à part entière, l'évolution de ton pays. Et c'est ça qui est important. C'est que c'est l'Algérie qui est et qui appartient aux Algériens. L'Algérien, où qu'il soit, ces Algériens. Où qu'il soit, peu importe où est-ce qu'il est dans le monde et surtout peu importe sa profession ou son rang social. C'est pas parce qu'on est une élite et qu'on gagne très bien sa vie, qu'on a plus de droits que la personne qui est un fonctionnaire à la mairie ou à la daïra ou dans un ministère, ou la personne qui est maçon, ou la personne... Tout le monde a le droit de participer à l'Algérie nouvelle. Et dans ce message du président de la République, qui, je vous le dis, dans son interview, qui a été une interview combative, d'accord ? Moi, j'en ai vu des interviews de beaucoup de dirigeants dans le monde. On s'ennuie. On s'ennuie d'habitude. Aujourd'hui, le président de la République, par rapport à son interview, c'était captivant parce qu'il nous a donné des réponses, il nous a donné une marche à suivre et il y a des projets, il y a des solutions. Il nous a donné c'est la première interview de son nouveau mandat, de son second mandat, après sa réélection. Avec beaucoup de franchise. Et là, voilà, il n'y a pas eu de tabou, il n'y a pas eu de non-dit, il n'y a pas eu de cachotterie. Peu importe la question, il y répondait fortement. D'accord ? Et cette vision, cette direction est très importante pour toutes les Algériennes ou Algériens, peu importe où est-ce qu'ils sont dans le monde. Peu importe où est-ce qu'ils sont dans le monde. Moi, je connais des personnes de la communauté nationale à l'étranger qui ont envie de participer à la nouvelle Algérie, qui ont envie de participer à l'élaboration du nouvel échiquier politique, du nouvel échiquier syndical. Avant, ces postes-là étaient vendus, étaient donnés entre amis. On s'échangeait des postes à 22h, 23h autour d'une table, dans des restaurants. Ce monde-là est fini. Cette Algérie-là est révolue. Et c'est ça le combat du président de la République. C'est la même chance pour tout le monde. Peu importe son rang social, peu importe son niveau, peu importe sa richesse, tu as le droit en tant qu'Algérien de participer à la nouvelle Algérie. D'ailleurs, le président a évoqué un gouvernement de compétence. Il me semble, ce qu'il faudrait ajouter à ce qu'on dit là, ce soir concernant
la diaspora, même si on n'aime pas ce terme. diaspora. Moi j'aime bien le Communauté terme. nationale établie Moi, à j'aime l'étranger. bien- C'est Voilà, beau, c'est un peu long, mais c'est beau. Oui, C'est puis en plus arabe, long, c'est en plus arabe, long. ou l'adakhraj, C'est plus long. moi je trouve que c'est D'ailleurs, bien. c'est le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale exactement. établie à l'étranger, c'est pas et de la Exactement. diaspora. Parce que la diaspora, Ce qui tu est sais, important- ça fait penser un peu à la Seconde Guerre mondiale, à beaucoup de choses qui se sont passées. Sensibilité. Voilà, et c'est assez sensible. Et pour une personne, moi par exemple, je suis une personne qui réside aussi à l'étranger, donc je fais partie de cette communauté. Quand on me dit diaspora, ça me picote. Ça picote. Ça m'embête pas, mais c'est piquant. Donc je préfère membre de la communauté nationale. Monsieur étrangère établie à Mahdi l'étranger. Personnellement, Razar de moi, la communauté nationale établie à personnellement- Merci l'étranger. madame Nouhed. Personnellement, j'ai connu un peu tous les Mouhed noms. On a Belkhadi. connu le mot beurre, qui était... ouais, C'est qui pas était beau, très- c'est péjoratif, c'est C'est pas. très moche. C'est très moche le mot beurre, mais on a connu le mot beurre, on a connu le mot immigré ici en Algérie. Nous sommes les Blédards immigrés. aujourd'hui. Nous sommes les immigrés de l'Algérie. Ah, moi par contre, je suis un blédard en France. Voilà. Moi, je suis Oui. considéré comme un blédard en France. Ouais, Parce que exactement. je suis né en Algérie et que j'ai une carte de résidence, donc je suis considéré comme un blédard. Mais C'est une nouvelle classification. ouais, c'est une nouvelle mais classification. bon, ça me fait rire parce que le blédard paye plus d'impôts que 99% Mais ce d'entre eux. Donc, ça va. ce qui est important de Chez préciser eux. pour la communauté vivant à l'étranger, ce qui est important de préciser, c'est deux choses. La première, c'est que nous n'avons jamais eu de représentants algériens, du gouvernement algérien. Et ça, je veux dire, le chantier, il est énorme. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis né en France. Bientôt 50 ans, j'ai connu comme référent que des ministres français issus de l'immigration. Azouz Begag, Fadela Amara, Najed Vallaud-Belkacem, et ainsi de suite. J'ai connu que ce type de référence. Et pour la diaspora, pour les enfants de l'immigration, issus de l'immigration, ces Algériens-là, ils ont encore ce logiciel, ils sont encore branchés sur ce type de lecture. Et pourquoi je dis ça? Parce que le président de la République, il est très attendu par la diaspora, on va le dire comme ça, parce Communauté qu'on en nationale parle de établie à cette l'étranger. manière-là. Mais Il reste attaché à ça. le représentant, celui qui sera nommé comme étant représentant de la communauté algérienne à l'étranger, il est très attendu et on ne veut pas être déçu. Il est vraiment important qu'on ait une personne qui a une expérience là-bas et ici. Il est important qu'une personne ait une vraie connaissance de l'histoire de l'immigration. Le président de la République, il a précisé que oui, effectivement, on a été les oubliés. On a été les oubliés de l'Algérie comme on a été les oubliés de la France. Parce que quand on met un Azouz Begag en tant que ministre pour l'égalité des chances ou une Fadela Amara qui nous ont pondu des programmes qui n'ont jamais abouti et qui n'ont jamais fonctionné, il faut dire les choses telles qu'elles sont, aujourd'hui, ce que la communauté algérienne, pleine d'espoir, et qui a regagné Il y a confiance, un élan d'espoir en France. il y a un vrai élan d'espoir. C'est vrai, Et, ça, c'est vrai. et je veux également préciser celle qui est venue s'installer, dont je fais partie. La diaspora, il y a une partie de l'immigration est déjà là. Ils ont monté une entreprise, ils se sont installés, ils sont résidents ici. Ils veulent encore s'installer, il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'installer. Et moi, pour être ici depuis 4 ans, il manque cruellement d'un représentant de la communauté à l'étranger, de la communauté algérienne, qui a la maîtrise de ces sujets-là, qui a la maîtrise de ces enfants de l'immigration, pour que ce que vous disiez tout à l'heure, on soit efficace. Bien sûr qu'ils sont des bons commerciaux, bien sûr qu'ils sont, motivés, Mehdi. Mais pour ça, il faudrait qu'on ait un ministre qui soit à la hauteur. On est des Très bien. passerelles. Nazim Voilà. Sini est de retour avec nous. Nazim Sini, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement bien. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Nazim Sini, tout le monde est concerné par la nouvelle élaboration proposée donc par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Oui, tout à fait, et notamment les Algériens qui sont résidents à l'étranger, qui font partie de cette communauté nationale. Effectivement, juste pour vous donner quelques chiffres, on estime à peu près à 5 à 6 millions d'Algériens qui résident à l'étranger, donc des personnes d'origine algérienne ou des personnes qui sont pleinement algériennes. Donc ce qui est très important, c'est que quand on va édifier ce nouveau projet de société qui est proposé par le président Abdelmadjid Tebboune, il a parfaitement compris qu'il fallait dresser des passerelles avec cette communauté qui vit à l'étranger, qui occupe des postes très importants et surtout qui a un poids économique et un poids politique non négligeable, y compris à l'étranger. Et en fait, aujourd'hui, on le voit, l'Algérie est en train de passer un cap. Il suffit de voir les performances économiques qui ont été enregistrées en 2023 et y compris en 2024 grâce aux nombreuses réformes
qui ont été entamées. Et puis, j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit sur votre plateau, parce qu'effectivement, on vit actuellement une période qui est pleine d'incertitudes. Il suffit de prendre une carte du monde et voir ce qui se passe dans d'autres pays. Vous voyez le marasme économique que vit l'Europe. Nous avons des signaux très négatifs qui proviennent des États-Unis, le Moyen-Orient qui est en pleine ébullition, et puis même l'Asie du Sud-Est qui enregistre une moins bonne performance économique que par le passé. Et dans toute cette constellation de mauvaises nouvelles, vous avez quelques pays seulement qui aujourd'hui représentent une forme de stabilité et de pérennité économique, dont fait partie l'Algérie. L'année dernière, on a enregistré 4% de croissance. Nous avons des réserves de change qui sont établies à 68 milliards de dollars, avec un endettement extérieur quasi inexistant, ce qui confère de fait à l'Algérie un statut de pays émergent ou en voie d'émergence. Et aujourd'hui, ce qui est très important de noter, c'est que le président de la République a un cap, a une roadmap, donc une vision avec une stratégie et surtout des objectifs. Ils ont été d'ailleurs dévoilés durant la campagne, à savoir 30 milliards de dollars d'exportation d'ici la fin de son mandat, également l'objectif de 400 milliards de PIB et la relance des secteurs névralgiques pour le pays que sont l'industrie, l'agriculture, mais également le numérique. Parce qu'on le voit, le monde est porté par les activités d'intelligence artificielle, de cybersécurité, etc. Et nous avons des atouts non négligeables en Algérie pour faire de notre pays cette puissance régionale et ce pays qui compte dans la zone MENA, donc Afrique du Nord, Méditerranée et Moyen-Orient. Mais je voulais surtout rajouter, pour finir, c'est que la communauté qui est établie à l'étranger a envie de s'inscrire dans ce nouveau projet. Et c'est pour ça que aujourd'hui, l'édification de l'Algérie doit se faire avec les Algériens de l'étranger, quelle que soit justement, j'allais dire, leur catégorie socio-professionnelle, mais surtout, ce qui est important, c'est de leur proposer justement une possibilité de coopérer avec les Algériens qui vivent sur place. Ça, c'est très important de le souligner. Il ne faut pas opposer les Algériens, mais au contraire, faire en sorte qu'ils puissent travailler dans une parfaite synergie. Monsieur Sini, bonsoir. Bonsoir. Une question, vous qui êtes professeur d'économie à l'Université Aix-Marseille, autour de vous, avez-vous beaucoup de personnes justement qui ont cet engouement et cette réflexion pour rentrer en Algérie ? Parce que moi, habitant à Paris, mon téléphone n'arrête pas de sonner en me disant « je ne me sens plus à l'aise là où je réside et j'ai l'intention de prendre femme et enfants pour descendre justement et faire en quelque sorte mon déménagement sur Alger ou peu importe la ville en Algérie et pour reprendre une activité, pour commencer une activité, pour me sentir enfin chez moi. Est-ce que vous avez le même genre de retour, vous, à votre niveau ? Ah oui, mais je vous le confirme totalement, Monsieur Guézard, c'est qu'en fait, vous avez un phénomène migratoire qui est totalement inversé. Aujourd'hui, au-delà justement des difficultés économiques, c'est que la plupart des Algériens qui résident en Europe ne se sentent plus à leur place. Parce qu'on les renvoie systématiquement à leurs origines. Il y a une islamophobie qui est lancinante. Il y a une montée de l'extrême droite aussi. Oui, tout à fait. Et puis aujourd'hui, nos Algériens ont envie de retrouver leurs racines, de venir dans un pays où ils se sentent bien, où ils se sentent eux-mêmes, où ils peuvent exercer leur culte comme ils l'entendent, où ils peuvent créer une activité. Et puis vous savez, ces gens-là ont compris que leur avenir ne se jouait plus en Europe. Pour la simple et bonne raison, il suffit de prendre les chiffres des perspectives économiques et la croissance mondiale va être tirée par les pays émergents, dont le continent africain et l'Asie du Sud-Est. Alors qu'on sait que l'Europe aujourd'hui, c'est une démocratie qui est malade, c'est une population vieillissante. D'ailleurs, les Européens sont face à un mur du vieillissement de la population et leur seule issue, ce n'est pas le taux de natalité puisqu'ils n'arrivent pas à le relancer, c'est l'immigration. C'est-à-dire qu'ils sont en train de combattre la seule solution qui va permettre leur salut. Donc c'est ça qui est complètement paradoxal dans l'élite politique française ou même allemande, alors qu'aujourd'hui leur salut viendrait justement de l'immigration. Et je rejoins complètement ce qu'a dit M. Guézard, c'est qu'effectivement aujourd'hui il y a une vraie volonté de certaines familles algériennes à se réinstaller en Algérie et de manière définitive. C'est ça la nouveauté par rapport à il y a 5 ou 10 ans. Et ce qu'il faut, le Algerian Dream est en marche. Ce qu'il faut prévoir, c'est cette intégration-là. Nazim Sini, tu es d'accord avec moi, si pour une personne qui est née en France et qui a grandi en France, arriver en Algérie
du jour au lendemain avec ses bagages. Moi, je suis venu, je me suis installé. C'est pas évident de s'installer, de s'intégrer en Algérie. Alors oui, on est algérien de nos parents, de nos grands-parents, mais il y a un vrai accompagnement à avoir aux personnes qui viennent s'installer en Algérie. Justement, le président... Je ne veux pas faire des Algériens à part, Mehdi. Je ne veux pas faire des Algériens à part, mais je veux simplement dire, attention, venir en Algérie avec femmes, enfants et s'installer, c'est pas si simple. Excuse-moi Fouad, mais le président, dès lors de son premier discours en tant que président élu, a mis la communauté nationale à l'étranger au premier plan de ses futurs projets, lors de son premier discours. Il a immédiatement appuyé sur le fait qu'un Algérien à l'étranger est un Algérien à part entière. Exactement. Et on a eu les 2 ans de Covid que tout le monde connaît, on a eu 3 ans pour travailler, enfin le président a eu 3 ans pour travailler de façon un peu plus rapide. Le travail, il y a encore un travail à faire. Mais moi, je vais te dire une chose, je connais énormément de monde qui sont venus avec femmes et enfants depuis à peu près 36-48 mois. Il y a même des gens qui se sont déplacés pendant le Covid pour venir ici s'installer. Tellement ils étouffaient là-bas, peu importe, dans le monde, que ce soit en France, je suis en arrivé Europe, pendant le Covid. Voilà. Et ils se sont installés ici pour faire une sorte de nouvelle vie, pour un démarrage, un redémarrage de leur vie avec leur famille. Excuse-moi, mais on sait qu'il reste du travail à faire, mais un grand travail a déjà été accompli. Un grand travail a déjà été accompli. Je te donne les signes de ce travail accompli, c'est qu'un Algérien qui vit à l'étranger a autant le droit qu'un Algérien qui vit, a autant de droits qu'un Algérien qui vit ici. Il a le droit au crédit bancaire, il a le droit au financement bancaire, il a le droit à l'handi, il a le droit aux solutions d'appartements en location-vente, il a le droit au foncier industriel, ce qui n'était pas le cas avant. Mais complètement. On va clore, messieurs, cette parenthèse, on va la clore. Ça y est, on va la clore parce qu'on doit avancer dans l'émission. Autre point important également évoqué par le président Abdelmadjid Tebboune. Alors le président est donc revenu sur la concrétisation du rêve des martyrs de la guerre de libération nationale. Nous arrivons pas à pas vers l'Algérie tant rêvée par nos chouhada, même si le chemin reste encore long. On écoute le président. الحلم اللي كانوا يحلموا به من ضحاوا من اجل هذه البلاد هذه استشهدوا من اجل هذه البلاد هذه علاش استشهدوا؟ استشهدوا باش نبيع حل البلاد الفلانيه ولا نولي خبرجي نتاع البلاد الفلانيه؟ لا، استشهدوا كانت عندهم رغبه، حلم يعيشوا في دوله ديمقراطيه، دوله تتكفل بالمعوز، تحمي الضعيف وتحكم على اللي ظن نفسه اقوى من المجتمع. هذه هي الدوله اللي نبنوها، هذه هي الديمقراطيه، هذه هي. اذا كل شيء صب، كلها هذا الشيء روافد لطريق جديد لبلادنا تاع ديمقراطيه ونتاع تنميه ونتاع احترام الدول الاخرى. واليوم الجزائر ما بقاتش يعني يشار لها بالاصابع مثل ما كانت. Bon, je me tourne vers vous, du coup, Sami Kaïdi. On est dans la concrétisation de l'Algérie nouvelle et victorieuse promise par Abdelmadjid Tebboune. Oui, tout à fait. Le président Tebboune, en patriote qu'il est, a fixé un cap qui est clair, c'est celle de la fidélité au serment de nos chouhada et à la déclaration du 1er novembre 1954. Et pour cela, la souveraineté de l'Algérie dans tous les domaines est le cap fixé. Que cela soit en termes de souveraineté alimentaire, de souveraineté de la nation. L'Algérie est un pays qui, sous la houlette du président Tebboune, a aucune dette, est totalement indépendante, refuse la logique des blocs. C'est un pays qui, aujourd'hui, est beaucoup envié parce qu'il a une marge de manœuvre qui est rare. Il est force de proposition, il défend les causes justes aujourd'hui, ce qui est extrêmement rare. Vous savez, l'Algérie est l'un des derniers survivants du front du refus et de la fermeté. Et le projet du président Tebboune se distingue également par son aspect éminemment égalitaire ou égalitariste, si j'ose dire. Il ne fait aucune différence entre un Algérien né en Algérie ou à l'étranger. Pour lui, le peuple algérien est
est un et indivisible. Pour cela, dès son premier mandat, il a envoyé un signal clair. Vous vous rappelez, lors de la période du Covid qui nous a tous marqués, il a envoyé un avion pour rapatrier les Algériens résidant en Chine et plus précisément à Wuhan et qui souffraient du Covid, pour les rapatrier au niveau de la mère patrie. Il a également mis des droits très clair au profit de notre communauté nationale résidente à l'étranger, pas qu'en Europe, au Canada, etc. L'Algérien résident ou né à l'étranger aujourd'hui a le droit à la retraite, au logement, mais également à avoir une retraite dans son pays. Au financement, à la santé, au financement d'entreprise, au financement personnel, à la santé, il a exactement les mêmes droits qu'un Algérien qui est résident en Algérie. Donc c'est ça. On va passer pour les retraites. Et même le cumul pour les retraites. Donc il n'y a aucune différence. Et ça, c'est à mettre à l'honneur du président de la République. Il n'y a aucune différence entre un Algérien résident ou non résident à l'étranger. Bravo à lui. Ce n'est que le début. On a 5 ans, le président a 5 ans avec son nouveau gouvernement pour encore développer cela. Et je n'en doute pas que ça va être quelque chose qui va être assez puissant. Alors messieurs, on va passer à présent à l'aspect économique de cette entrevue. Abdelmajid Tebboune a évoqué la poursuite de la relance de l'économie algérienne, notamment à travers la promotion des exportations algériennes via le développement des zones de libre-échange avec les pays de la région, à savoir le Niger, la Tunisie, la Mauritanie ou encore les pays de la ZLECA. On l'écoute. رانا بدينا في المنطقة الحرة مع شقيقة موريتانيا ونفوتوا مع الأشقاء في النيجر ودو زون دو ليبر ايشونج مع تونس شقيقة كذلك في انتظار تكون مع ليبيا ومع كلمة عن المنطقة الحرة العربية والإفريقية كذلك. المنطقة الحرة العربية يعني رغم بعد المسافة بين الدول العربية من المفروض فيه تبادل تاع المنتوج. شيء آخر من المنطقة هذه لازليكا تاع الأفارقة يعني دول حدودية مع بعضها بعض وفيها اللي تنتج وفيها اللي تستهلك. تصيب التوازن. Et la suite du débat dans quelques instants. Vous regardez Hebdo Show, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre pour cette troisième et dernière partie d'émission. On retourne du côté de Marseille pour poser une question à Nazim Sini. Nazim Sini, est-ce que vous m'entendez? Oui, toujours. Nazim Sini, la promotion des exportations algériennes, c'est un enjeu crucial pour la relance de l'économie algérienne? Oui, totalement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est nécessaire de diversifier notre économie. Vous savez, on vit dans une époque où les pays ne peuvent pas se contenter d'avoir une mono-économie, c'est-à-dire d'être uniquement des économies rentières qui peuvent s'appuyer sur la richesse de leur sous-sol sans forcément le valoriser ou le transformer. Aujourd'hui, le président de la République a parfaitement compris qu'il était nécessaire d'entamer ce projet de diversification, notamment à travers des exportations qui vont être dynamiques et surtout qui vont être variées en termes de production. Pourquoi? Parce que nous avons une assise industrielle qui aujourd'hui est très intéressante, des avantages comparatifs notamment liés au coût de la main-d'œuvre et surtout la qualité de la main-d'œuvre. Parce qu'il ne faut pas que l'on soit une destination de délocalisation juste par rapport à un coût de la main-d'œuvre qui serait le plus bas. Donc on n'est pas sur du low cost, mais plutôt sur du smart cost, c'est-à-dire un prix de main-d'œuvre intelligent avec justement une main-d'œuvre qui est qualifiée, qui est formée. Je tiens à rappeler que chaque année, nous avons 1,5 million d'étudiants qui poursuivent des études supérieures et surtout aussi nous avons une batterie d'ingénieurs que nous formons chaque année qui est très intéressante. Et aussi nous avons un marché, justement vous l'avez dit tout à l'heure, la ZLECAf et puis l'ensemble des pays d'Afrique subsaharienne qui représente tout de même un marché de plus de 400 millions de consommateurs. Et surtout c'est une des zones les plus dynamiques en Afrique. Donc que ce soit l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique subsaharienne et même une partie de l'Afrique de l'Est. Et aujourd'hui, l'Algérie a de véritables atouts, notamment à travers ses infrastructures, celles qui sont en cours de réalisation, notamment le rail, avec les 15 000 kilomètres de voies ferrées qui sont prévues à l'horizon de 2030, mais aussi la fameuse transsaharienne. Vous savez, cette autoroute de plus de 5 000 kilomètres qui va rejoindre Alger jusqu'au port de Lagos. Donc, vous voyez, nous avons beaucoup d'éléments qui vont permettre justement de faire émerger cette Algérie qui va se transformer en une plateforme industrielle, d'abord autosuffisante, mais aussi exportatrice vers cette région du monde qui sera parmi les plus dynamiques de la région. Monsieur Sini,
Également, il y a des chiffres à préciser quand vous parlez de smart cost en termes de main-d'œuvre. Nous avons également, l'Algérie est le premier pays en termes d'étudiants qui sortent des universités chaque année avec leur diplôme. Il y a 1/4 million d'étudiants chaque année qui sortent de leurs universités diplômés. On a 250 000 universitaires chaque année qui sortent diplômés. Donc, quand on voit dans des régions d'Europe où là, justement il n'y a plus d'étudiants pour faire certains métiers, où il n'y a plus assez de personnel, où la population vieillit, eh ben, on a cette chance de jeunesse, on a cette chance de diplômés, on a des étudiants qui sont formés, qui ont des diplômes qui sont des Bac+4, Bac+5, Bac+6. Et chaque année, nous avons de la main-d'œuvre nouvelle qui vient sur le marché du travail où on peut justement développer notre pays à vitesse grand V. On a également, et ça c'est une question que je vous pose, mais je connais la réponse, mais je vous la pose à vous en tant que professeur d'économie. Quel est le pays aujourd'hui en 2024 qui a à la fois une souveraineté alimentaire, une souveraineté énergétique, une souveraineté financière, comme vous l'avez si bien dit avant, M. Sini, nous n'avons pas de dette extérieure et nous avons l'équivalent de 68 milliards de réserves de change. La preuve, c'est que nous donnons de l'argent à la Banque des BRICS et nous prêtons de l'argent au FMI. Et quel est un pays qui a cette souveraineté-là, donc alimentaire, énergétique, financière et militaire? Mais le président a discrédité l'indépendance alimentaire. Est-ce que vous en connaissez plusieurs des pays comme ça, M. Sini? Non, du tout. Et d'ailleurs, on fait partie des rares sur le continent africain. D'ailleurs, je tenais juste à préciser que nous sommes montés au podium des puissances économiques du continent, puisque nous sommes officiellement 3e économie d'Afrique. Et l'objectif du président, c'est pour la prochaine décennie propulser l'Algérie au rang de première économie d'Afrique. Donc ça passe par des réformes conjoncturelles, donc avec des mesures d'ajustement, et puis aussi des mesures structurelles. Et aussi avec le boom agroalimentaire cette industrie automobile, cette industrie pharmaceutique, mais également aussi le boom agroalimentaire, M. Sini, le boom agroalimentaire fulgurant sur les 4 dernières années, exactement. Où justement on a une autosuffisance alimentaire et agricole que nous n'avions pas à l'époque. Il y a une période pas si lointaine où nous importions encore pas mal de fruits et légumes. On a justement cette autosuffisance alimentaire où nous pouvons, de nos propres agricultures, nourrir toute notre population. On a une conjoncture, par exemple, de stress mondial par rapport aux énergies. Vous savez qu'il y a des gens en Europe qui n'arrivent pas à payer leurs factures d'électricité ou de gaz, où il y a des coupures d'électricité, où il y a de la surtension, ils n'ont pas assez d'énergie pour des grosses entreprises ou pour des foyers même domestiques. Et nous avons aussi une autosuffisance énergétique et à bas prix. Donc tout ça, quand vous mettez tout ça l'un à côté de l'autre, et ben justement, ça nous donne cette superpuissance de développement, parce que moi j'appelle ça une superpuissance de développement, pour le prochain quinquennat du président de la République. Et non, tout à fait, vous avez raison, et sans parler aussi également justement des bassins gaziers que nous avons, notamment à Hassermel, également des minerais, puisqu'en fait aujourd'hui l'Algérie aspire à devenir une puissance minière avec l'exploitation du phosphate, du cobalt, du fer, etc. Mais aussi, vous l'avez dit, nous aspirons à devenir autosuffisants en blé dur à partir de 2027. Et Dieu sait aujourd'hui que le blé est au cœur des conflits géopolitiques internationaux. D'ailleurs, juste il y a qu'à voir ce qui s'est passé en 2022. L'Ukraine, M. Sini. L'Ukraine qui est le grenier de l'Europe. On appelle l'Ukraine le grenier de l'Europe. Tout ce qui se passe en Ukraine, c'est aussi, et les gens ne le disent pas assez, c'est une guerre du blé, sans mauvais jeu de mots. Ce n'est pas qu'une guerre de territoire, c'est aussi une guerre du blé, parce que l'Ukraine est le premier fournisseur de blé à l'Europe. Tout à fait. Et puis les deux pays, c'est-à-dire, alors paradoxalement, la Russie et l'Ukraine représentent à eux seuls, vous imaginez bien, 80% de la production mondiale de blé. Ben voilà. Très bien, messieurs. Donc ça vous donne un peu le poids de ces deux pays en matière de production de blé. Et l'Algérie, justement, si elle investit massivement dans la production céréalière, c'est d'abord pour acquérir une autosuffisance, mais aussi pour être quelque part une puissance exportatrice à long terme. Exactement. Très bien. Alors, messieurs, il faut qu'on avance encore sur le débat. Le président de la République a également évoqué dans son allocution les méga-projets d'infrastructure, dont le projet de gazoduc d'intégration régionale. On l'écoute. والمشروع تقريبا منجز شبه كليا في الأراضي النيجيرية بس وصل كانو مشروع باقي فيه
approximativement 700 km à faire, 700-800 km à faire. C'est tout. مشروع ماشي متفقين عليه. المشروع المزيف الاخر اللي هضروا عليه راهم حراري يتكلموا فيه مشروع سياسي اللي يفوت على 14 دولة وكذا 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 ويتطلب عشرات الملايير للإنجاز. شكون يصرفها؟ باسكو يفو دي ستاسيون دو بومباج يفو هادي وتدخل في خصك تتفق مع 12 دولة ويفوت على الأراضي المحتلة. Redouane Khalif, je vous vois acquiescer et sourire à ce que dit le président de la République. C'est un sujet politico-économique. C'est une garantie de stabilité pour la région du Sahel. Oui, c'est une embûche qu'on veut faire pour l'Algérie, ce projet qui passe par 14 pays, passé par des territoires occupés aussi. C'est exceptionnel. Oui. Le projet, juste d'y penser, c'est quelque chose de gigantesque. Un projet éminemment stratégique aussi. Non mais excusez-moi, passer par 12 pays, parce que ça commence de l'Algérie et ça arrive au Nigeria, passer par 12 pays tiers et faire des travaux et des stations de pompage et avoir la validation de ces pays-là et négocier avec chacun des 12 pays, excusez-moi, c'est gigantesque comme projet. C'est juste gigantesque. Les gens ne s'en rendent pas compte. C'est un projet à plus de... Excusez-moi, c'est un projet à plus de 10 milliards de dollars. Le projet est gigantesque, mais le projet est... Non seulement le projet il est viable, mais le projet il est en cours de construction. L'Algérie elle maîtrise ce... Samir Haïdi. Tandis alors qu'il ne reste plus que 700 km pour achever ce projet du TSGP, qui est le Trans-Saharan Gas Pipeline. 100 km du côté algérien. Voilà, 100 km du côté algérien, donc pour ce gazoduc qui devrait relier le Nigeria à l'Europe, en passant par l'Algérie et le Niger. Certains se cloîtrent dans des fantasmes et préféreraient s'inventer des projets imaginaires dans 14 pays, passant par des territoires actuellement occupés. D'ailleurs, permettez-moi de rappeler que et la du coup, Cour... avec ce projet, l'Algérie fait de l'ombre à ces pays-là qui veulent passer par plusieurs pays avant d'arriver à l'Europe. En fait, il y a des pays auxquels le développement de l'Algérie dérange. Et donc, ils actionnent un petit peu, si j'ose dire, les chevals de Troie de la région pour essayer de porter atteinte à notre pays, à son développement et au développement. Voilà, c'est une politique de déstabilisation. Qui ne sont pas concrets en réalité. Bien sûr, parce qu'au-delà de l'Algérie, on veut porter atteinte aussi au développement du continent. L'Algérie est en train de proposer un projet concret, viable, qui est en phase de se terminer, de se concrétiser in concreto. Mais voilà, certains essayent de faire miroiter, j'ai envie de dire, des mirages. Aussi, ils veulent créer un conflit entre l'Algérie et le cordon du Sahel par ce projet. Exactement. Qui n'est même pas viable à la base. Bien sûr. Et donc, vous savez pourquoi il n'est pas viable, Redouane? Parce que tout simplement, sur le plan de la légalité internationale, il est inadmissible d'envisager de passer le moindre gazoduc en territoire occupé. Donc on parle en l'occurrence du Sahara occidental occupé, mais parlons aussi des pays voisins. La Mauritanie, vous pensez que la Mauritanie va laisser le port de Nouadhibou mourir? Je pense pas. D'ailleurs, la Cour internationale de justice, je pense, la justice a rendu un verdict concernant les contrats européens avec le Maroc et agricole dans les territoires occupés. Exactement, ce qui concerne les territoires occupés du Sahara occidental, en rendant finalement justice au noble combat libérateur du peuple sahraoui. Mais je pense que l'Algérie, notre président, a dépassé tout ça. Ça rentre dans le non-événement vu les objectifs concrets que s'est tracé l'État algérien, à sa tête le président de la République, concernant les défis majeurs géopolitiques futurs. Aujourd'hui, on a dépassé un point qui est très important, c'est le stress hydrique et la sécurité hydrique qu'on est arrivé à maîtriser, on va dire à plus de 80%, avec 5 millions de mètres cubes et 11 stations de dessalement d'eau de mer aussi. Réparties sur nos côtes. Et donc, sachant que d'ici demain, dans un futur proche, les défis majeurs seront énergétiques, seront alimentaires, et donc l'Algérie se prépare à ces 4 piliers
souveraineté économique. Et en réalité, une souveraineté économique aujourd'hui dans ce monde est une souveraineté nationale qui appuie les décisions politiques de l'Algérie sur la scène internationale. Justement, les décisions politiques de l'Algérie, on y revient. Rapidement, Oui, Mourad, rapidement. vous savez, il y a plusieurs leaders, c'est pas Samir Khalidi qui le dit, c'est plusieurs leaders sur la scène internationale qui disent que l'Algérie est l'un des seuls pays dans la région qui est pour le développement du continent sans rien attendre en retour. Sans rien La attendre. preuve, c'est qu'elle a effacé énormément de dettes avec certains pays Plusieurs africains. pays. Exactement. Elle a effacé un montant astronomique, je crois, de proche de 6 ou 7 milliards, 5 milliards de dollars, voilà. Au profit de 14, Au plus de 14 profit pays. de plus de 14 ou 15 pays, je crois, sans rien demander en contrepartie. Très bien. Alors, le gouvernement algérien, comme vous le savez, messieurs, on reviendra vers vous tout à l'heure, a décidé de rétablir l'obligation d'obtention du visa d'entrée sur le territoire national pour tous les ressortissants étrangers détenteurs du passeport marocain. Le président en a parlé justement lors de l'entrevue avec les médias nationaux. On regarde. Si on considère que il y a un jumelage, c'est même pas entre l'entité sioniste et le royaume du Maroc, c'est politique. Mais احنا اللي يهمنا شيء أمني، لأن عندنا شكوك أن فيه البعض منهم جاء دخل عندنا بجوازات سفر مغربية. جواسيس. ممكن ماهوش بالضرورة، احنا واش يجي يدير عندك؟ هو من الأجهزة تاع المخابرات ولا الأجهزة العسكرية ولا واش يجي يدير عندك باش يشوفوا هراني باش يشوف الميناء تاع هراني ويشوف هذه ويشوف مرسل كبير ويشوف هذه ويشوف وبجواز سفر تاع دولة عربية اللي تحتها اللي عندها الحق تاع المرور بدون تأشيرة بدون خطر حقيقي على بلادنا. Faisal Matawi, c'est une réponse de l'Algérie aux actes hostiles qui ont été faits sur le territoire algérien durant ces derniers mois. Oui, effectivement, parce que, comme l'a expliqué le président, il s'agit d'une question de sécurité nationale. Et beaucoup d'États imposent des visas lorsque leur sécurité est menacée, parce que le communiqué parlant d'une cellule qui a été démantelée dans la région de Tlemcen évoque des espions qui travaillent pour l'entité sioniste. Et c'est connu que c'est des services israéliens qui travaillent de cette manière. Ils utilisent plusieurs passeports, entrent dans plusieurs territoires pour d'avoir de l'information, tenter de comploter, etc. Évidemment, le président, dans son entrevue, a clairement clarifié que le peuple marocain frère n'est pas du tout ciblé. Il a répondu aussi aux fake news qui ont circulé dans les réseaux sociaux, notamment ceux proches du palais royal marocain et de l'entité sioniste, parlant de la décision de l'Algérie de mettre à la porte les Marocains qui vivent en Algérie. C'est n'importe quoi. Le président a bien précisé que les Marocains qui vivent sur le territoire algérien sont les bienvenus et resteront toujours en Algérie. Évidemment, selon les conventions de Vienne, les relations consulaires entre l'Algérie et le Maroc restent, puisqu'il y a des relations humaines. Et la question de visa, après tout, c'est une question de souveraineté. C'est une question de souveraineté des États. Et le communiqué qui avait précisé l'imposition de ce visa pour les ressortissants étrangers détenteurs de passeports marocains. Donc il y a beaucoup de ressortissants qui sont pas marocains, qui ont ce passeport et qui utilisent peut-être à d'autres fins. Et il faut signaler qu'après la rupture de relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc en août 2021, l'Algérie n'a pas imposé tout de suite le visa. Elle a laissé la libre circulation des personnes, mais le Rabat a utilisé ça comme une porte d'entrée peut-être pour faire entrer des personnes qui sont mues d'intentions mauvaises à l'égard du pays. Et maintenant, ces questions de circulation des personnes dans toute la zone arabe peut-être à discussion, parce que vous savez ce qui se passe maintenant dans le Proche-Orient, en territoire palestinien, avec aussi des guerres et des conflits qui sont imposés à des peuples. Cela évidemment implique la nécessité de renforcer le contrôle aux frontières, les frontières du sud algérien, les frontières et l'Algérie. Vous avez souligné tout à l'heure le gazoduc stratégique lié en Algérie au Nigeria, plutôt le Nigeria à l'Algérie en passant par le territoire nigérien. Avec l'Algérie et Niamey, il y a de très bonnes ententes, de très bonnes relations, parce que certains soufflent sur les braises en disant que l'Algérie reconduit des ressortissants nigériens en frontière sud, alors qu'il y a des conventions, il y a
un accord entre l'Algérie et Niamey. Et l'Algérie veut densifier cette relation avec ce pays partenaire du sud du pays, autant qu'on veut le faire avec d'autres partenaires comme la Libye, et comme la Tunisie et aussi avec la Mauritanie, parce qu'il s'agit de pays importants qui sont dans le voisinage. Le renforcement de la relation économique, le renforcement de la relation politique et sécuritaire est important aussi pour la stabilité de toute la région. Et tout le monde sait que l'Algérie est un pays exportateur de stabilité et pas exportateur de déstabilisation comme c'est le cas d'autres voisins. Très bien, merci Faisal Mataoui. Mahdi Ghazal, c'est le moment de filtrer qui vient chez nous finalement. C'est de la filtration, on veut savoir qui vient chez nous, tout simplement. C'est pas... Le président a eu des mots justes, a eu des mots forts et a eu des mots justes. Le président ne veut pas que le peuple frère marocain soit impacté par des problèmes qui ne concernent pas le peuple frère marocain, tout simplement. Il a bien dit qu'il y avait des gens qui utilisaient des moyens du pays voisin pour rentrer illégalement sur le territoire national, tout simplement. Et comme toute personne autour de la table, quand on invite quelqu'un chez nous, on veut savoir qui vient chez nous. Voilà, on n'invite pas n'importe qui à la maison, on veut savoir qui vient chez nous. Et ben, le président a cette direction-là, a demandé à ce qu'un dossier classique soit fourni pour savoir qu'est-ce que tu viens faire chez nous. Si tu as de la famille, des amis, ou si tu as envie de faire du tourisme en Algérie, que tu es une personne avec un passeport marocain et de nationalité marocaine, avec un établissement au Maroc, tu seras le bienvenu, marhaba bik, dans les meilleures conditions. Mais si tu as un nom et des origines qui ne dépendent pas du peuple frère marocain, tu n'as pas à faire ou à être chez nous. C'est très simple, c'est très logique à comprendre. Après, il y a des relais sur les réseaux sociaux, bien évidemment, qui sont une poubelle du monde réel, qui essayent de détourner ça dans une autre direction. Mais nous connaissons tous qui sont ces personnes à la manœuvre, et nous continuerons à avoir des relations tout à fait propre et courtoise avec le peuple marocain frère, tout Sami simplement. Kaidi, avec cette décision, on cherche à se protéger de l'espionnage et d'autres actes de déstabilisation de l'Algérie. Tout à fait. Il y a eu lieu à Tlemcen il n'y a pas si longtemps. Exactement, comme le disait Faisal Mataoui tout à l'heure. Il y avait même un Algérien ou deux Algériens à l'intérieur, comme je vous donnais tout à l'heure l'exemple de la Brinks, où c'est toujours quelqu'un de l'intérieur qui fait le plus gros dégâts. Un comprador. Merci beaucoup. Exactement, comme l'a si bien dit le président de la République. Tout à fait. Et il faut dire clairement que le Royaume du Maroc est le seul responsable de cette situation. Lui qui a décidé de se soumettre totalement à l'antitétionniste, comme l'a dit le président de la République, en opérant un jumelage entre le Maroc et l'antitétionniste. Il faut savoir que l'inénarrable Bourita, donc ministre marocain des Affaires étrangères, s'était fièrement rendu en antitétionniste pour dire que plus d'1 million de citoyens de cette entité ont la double nationalité, c'est-à-dire de l'antitétionniste et du Maroc, donc constituant ainsi pour nous un danger et de sécurité nationale. Le Royaume du Maroc n'a jamais cessé de porter atteinte aussi à notre sécurité. On le voit bien durant la décennie noire où il abritait des terroristes du GIA. En plus de cela, le Royaume du Maroc n'a cessé d'envoyer des kilos de stupéfiants à nos frontières. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour saluer nos forces de sécurité qui veillent en ce moment, alors que nous parlons. Ils sont aux frontières pour protéger l'Algérie et les Algériens. Et j'ai envie de dire encore une chose, c'est que la sécurité nationale doit être au-dessus de toute chose, de toute considération. Très bien. Ajouter à Un cela, dernier mot. Ajouter à cela, j'aimerais dire sur le Maroc que quand même, il faut dire au peuple marocain que son royaume est complètement fou. Il faut être complètement ravagé. Si vous écoutez l'avocat Gilles Devers, d'accord, qui précisait très clairement que depuis 2019, avec l'accord de la France, on a pillé, on a exploité les terres du Sahara occidental. Aujourd'hui, si vous voulez, c'est une vraie arnaque, la France. Là-dessus, c'est une vraie arnaque. Parce que d'un côté, on dit, on est avec vous, vous êtes à même à gérer ces territoires-là, tout en sachant que le tribunal statuera autre chose. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve avec, et tant mieux
pour le Sahara occidental, des procédures qui vont tomber dès la semaine prochaine. Vous avez tout un tas de procédures qui vont tomber. D'abord pour ceux qui veulent continuer à exploiter la pêche dans les zones, sur le territoire du Sahara occidental, devront passer par les Sahraouis, d'une part, et que tout ce qui a été pillé depuis devra être remboursé au peuple sahraoui. C'est un sujet sur lequel on reviendra dans nos prochaines émissions. Que le Maroc est le seul pays arabe qui a permis à un ministre sioniste d'attaquer un autre pays arabe depuis son territoire. Redouane Khalif, le dernier mot vous revient. Quelles sont vos impressions concernant ce premier entretien accordé par le président de la République à la presse nationale? Juste une parenthèse sur... On n'a pas beaucoup de temps. Hein. Oui, juste une petite parenthèse. La prochaine étape du plan machiavélique sioniste, c'est de mettre les sociétés arabes, les peuples frères en collision. En arabe, ça a plus d'impact. Parce que déjà, la cause palestinienne, c'est une cause de peuple, shu'ub arabiya, avant qu'elle soit d'institution diplomatique. En ce qui concerne l'entrevue du président de la République, un président qui sait très bien où il va, qui a dressé les objectifs, qui met les moyens et qui met ceux qu'on appelle en arabe muqawimin al-taghyir, ceux qui ne veulent pas le changement, il les met en garde et que cette fois-ci, l'État algérien sera sévère. Parce qu'il s'agit de bâtir, de construire une Algérie nouvelle, moderne, qui correspond aux aspirations du peuple algérien et surtout des jeunes et de notre communauté établie à l'étranger. Et donc, gare à celui qui va entraver cette lancée, ce processus, et il lance un message d'apaisement pour fédérer toutes les énergies positives qui veulent participer à bâtir cette Algérie de nos futures générations. Très bien, merci Redouane Khalif. Merci à vous, messieurs, d'avoir été là ce soir. Merci également à Nazim Sini qui était avec nous depuis Marseille et à Faisal Matawi qui était avec nous depuis Oran. C'était donc un plaisir de faire ce premier numéro avec vous, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée.